Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et pour cette vidéo-ci, il va être question d'évolution et aussi du cône des ancêtres. Et en fait, ce qui m'a donné le déclic ou l'idée de cette vidéo-là, c'est une image que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui est celle de l'évolution en fait. Donc le premier sujet qui va mener au deuxième dans la vidéo, où est-ce que essentiellement l'image montrait que l'évolution n'était pas linéaire, mais était plutôt un arbre, donc évidemment l'arbre de l'évolution. Et j'ai pensé faire une petite vidéo sur ce thème-là pour démystifier un peu là, ce que l'image voulait dire, tout en parlant, parce que c'est connecté évidemment comme sujet, en parlant du fameux cône des ancêtres qui est présent là, sur l'outil en ligne pour faire des arbres généalogiques, l'outil Learn Forever Learn. Donc, en fait, c'est l'image. Voici. Désolé, c'est en anglais et malheureusement, j'ai pas retenu la source sur les réseaux sociaux. Des fois, ça défile vite. Mais bon, j'ai eu le temps seulement de sauvegarder l'image. Désolé, je n'ai pas la source. Et c'est en anglais. Petite parenthèse aussi, je fais cette vidéo-là parce que les sources vont souvent justement être en anglais. Mais dans cette chaîne-là, je tiens à ce que ce soit francophone. Donc, c'était un des buts de faire cette chaîne-là. Non seulement d'attiser la curiosité vers les tests ADN et la généalogie en général, mais aussi d'en faire une en français et pourquoi pas en québécois. Donc souvent ce que je vais faire, c'est de récupérer des images. Je vais quand même indiquer les sources là, lorsque je les sais. Malheureusement pour cette image-là, je ne l'ai pas, mais pour le reste, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Et parfois, justement, les images et les sources sont en anglais. Et par cette chaîne-là, j'espère que la communauté francophone, en fait, va pouvoir aussi bénéficier des nombreuses informations là, qui sont beaucoup plus nombreuses, évidemment, en anglais. Donc, voilà pour la parenthèse. Donc, ce qu'on voit ici en haut, ce n'est pas à quoi ressemble l'évolution, donc la partie du haut, là, qui est la ligne horizontale là, qui part généralement d'un singe ou d'une image qui ressemble à un singe et qui va jusqu'à l'homme moderne. Donc, l'image mentionne que ce n'est pas à quoi ressemble l'évolution. Et en dessous, voici à quoi ressemble l'évolution. Donc, une espèce d'arbre qui part d'en bas et qui a des branches, évidemment, là, des fois qui se terminent et qui mènent jusqu'à l'homme moderne. Évidemment, je suis partisan de l'image du bas, mais elle n'est pas parfaite. Donc, je vais indiquer c'est quoi les petites différences là-dessus. Et celle du haut, en fait, ça dit que ce n'est pas à quoi elle ressemble. En fait, c'est pas non plus tout à fait vrai. Ça peut ressembler à ça. Ça dépend seulement de quoi on parle. Donc, la vidéo va partir de cette prémisse-là. En fait, si on regarde l'image du haut, qui dit que l'évolution ne ressemble pas à ça, en fait, si on parle strictement d'évolution, donc si on veut résumer, effectivement, l'évolution, non pas la généalogie ou la génétique, et effectivement, c'est peut-être pas la meilleure façon de montrer ça parce que, évidemment, l'évolution, on parle de génération en génération, des espèces différentes qui mutent, donc des mutations vers d'autres espèces. Donc, évidemment, la façon linéaire de représenter ça n'est pas idéale. Par contre, ça peut ressembler à ça si on isole certaines thématiques. Ce qu'on voit dans l'image de droite, c'est la carte de la passation, en fait, du chromosome Y, donc de la lignée purement patrilinéaire. Donc là où je veux en venir, c'est que cette image-là pourrait, en généalogie ou en généalogie génétique, être en fait une lignée, comme par exemple la lignée patrilinéaire ou matrilinéaire. C'est à peu près la seule façon dont cette représentation-là pourrait être exacte. Et là, évidemment, là, je tords un peu la réalité parce qu'ici, ça parle d'évolution, non pas de génétique ou de généalogie. Il n'y a pas d'évolution sans génétique, en fait. Donc, quand même, si on voulait représenter ça de cette façon-là, il faut garder en tête que ce serait pour une seule lignée, par exemple, patrilinéaire. Donc, ce qu'on voit ici, bien sur la carte, on voit que c'est vraiment une lignée. Où est-ce qu'on parle, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, là, le fameux Adam Y. Il y a la même chose, en fait, du côté féminin. Donc, pour la lignée matrilinéaire de tout le monde qui existe présentement sur la planète, il y a aussi une Ève qu'on appelle la Ève mitochondriale. Je n'entrerai pas trop dans les détails, vous pourrez soit aller voir sur Internet ou sur ma chaîne où est-ce que j'en parlais aussi. Mais dans ce cas-ci, c'est écrit Adam ici et c'est pas des notions religieuses, là, on parle vraiment de génétique. Donc, tous les êtres humains de la Terre ont un
même ancêtre masculin commun qu'ils ont décidé de surnommer Adam. Et toutes les branches remontent à ce même individu-là qui habitait en Afrique. Et là, on voit ici la lignée patrilinéaire, donc du chromosome Y. Effectivement, il y a des branches, donc comme dans l'image ici en bas, où est-ce qu'on voit des branches. Effectivement, il y a aussi eu des branches, donc on voit ici, on appelle ça les haplogroupes, donc les lettres et les numéros que vous voyez là servent à identifier des haplogroupes. Et dans ce cas-ci, ben, le R, en fait, il y a eu un embranchement ici. Et puis, ben, c'est des lignées ici. Donc, si on voulait illustrer cette lignée-là ici, évidemment, on ne remonte pas jusqu'à un singe, là, mais on peut, en testant son chromosome Y là, sur certains sites web, on peut se concentrer sur une lignée. Donc, dans ce cas-ci, la lignée patrilinéaire, donc purement masculine. Et ben, dans le cas des hommes, il y a le chromosome Y qui est pratiquement transféré de père en fils, pratiquement de façon inchangée. Donc, il y a très peu de modifications lorsque le chromosome Y est passé du père au fils. Et ben, à ce moment-là, ça peut être la représentation d'une lignée, évidemment sans partir par le singe. Donc ça, c'est pour l'image du haut, donc avec une lignée ici d'un seul ancêtre à un seul ancêtre. Donc c'est ce qu'on appelle une lignée. Donc on ne tient pas compte de l'arbre au complet ou du pedigree qui double à chaque génération. Et ensuite, pour l'image du bas, donc voici à quoi l'évolution ressemble plutôt. Effectivement, je partage davantage cette vision-là, mais c'est pas parfait, parce que si je regarde un peu le schéma, ce qu'on voit, c'est des branches qui se divisent, donc il y a l'air d'avoir un tronc commun là, qui monte jusqu'en haut. Mais les branches font juste, si on veut, mourir à gauche et à droite, ce qui est aussi un peu la réalité. Il y a certaines espèces qui se sont éteintes, donc évidemment comme Néandertal ou évidemment d'autres organismes. Au fil et à mesure de l'évolution, les branches peuvent s'éteindre. C'est d'ailleurs le cas pourquoi on peut tous remonter au même individu masculin, Adam, qui a vécu des centaines de milliers d'années. Eh bien, c'est parce qu'évidemment, il y en a eu d'autres, mais leurs lignées se sont éteintes, en fait. Et c'est la même chose du côté des femmes pour l'ADN mitochondrial. On peut tous remonter à la même ancêtre féminine. C'est pas parce qu'il y en avait juste une au début, mais parce que les autres, en fait, leurs lignées se sont éteintes. Donc, la seule petite bémol que j'appliquerais à cette image-là, en fait, c'est que parfois, les branches se recroisent. Donc, c'est pas juste un arbre qui a des branches et des feuilles qui se divisent, mais parfois, l'évolution aussi, certaines branches peuvent se recroiser plus tard. Donc, c'est la seule petite nuance que j'apporterais. Maintenant, pour parler du cône des ancêtres, en fait, avant de parler du cône en tant que tel, qui est cette image-là vient d'un blog anglophone, donc pour la source, c'est le blog de Wait But Why. C'est Tim Urban qui avait publié cet article-là il y a déjà plusieurs années. Et avant d'arriver au cône des ancêtres, en fait, on va juste résumer évidemment ce que plusieurs d'entre vous savez si vous faites la généalogie depuis longtemps. Donc, si nous, on est à la base, en théorie, à chaque génération, ça double. Donc, sa mère et son père. Ensuite, ici, on a évidemment deux couples de grands-parents. Et ça double de cette façon-là à chaque génération, si bien que ben, à la 9e génération, il y a 512 personnes, ici. À la 8e génération, il y en a 256. Et évidemment, si on remonte, disons, à la 12e génération plus loin, il y aurait en théorie jusqu'à 4096 personnes différentes. Pourquoi je dis en théorie? Parce que si vous êtes une des personnes qui a exactement 4096 personnes différentes, vous êtes probablement exceptionnel parce que à cause de la notion de pedigree collapse, que j'explique aussi dans d'autres vidéos puis que vous pouvez chercher sur Internet, mais à cause du pedigree collapse, il y a quelques siècles ou plusieurs siècles, évidemment, on finit tous par avoir plus ou moins haut dans son arbre. Parfois, c'est plus proche de nous, là, à 3 ou 4 générations. Parfois, ça remonte à justement 11-12 générations. Et éventuellement, on finit à peu près tous par trouver relativement proche de nous dans notre arbre des gens qui ne sont pas uniques. Donc, il n'y a pas 4096 personnes à la 12e génération, mais il va en avoir moins que ça parce que certains couples de personnes reviennent plus d'une fois. Donc, quel serait le problème s'il n'y avait pas ce qu'on appelle le pedigree collapse? Donc, si vraiment les gens doublent à chaque génération, en fait, c'est purement impossible parce que dans une autre image du même blog, là, Wait But Why, de Tim Urban,
Ce qui illustre ici, c'est qu'à l'an 2000, si il y a, disons, 2 parents ou 4 grands-parents, si on remonte en 1900, 1800, 1700, et éventuellement, ça suivrait une ligne avec une échelle logarithmique ici. Donc, le nombre de personnes dans son arbre passerait éventuellement à 100, puis à 1000, puis à 100 000, puis à 100 millions. Donc, évidemment, éventuellement, si on continue à doubler tout simplement, eh bien, on dépasse une zone ici qui n'existe pas parce que la population mondiale suit plutôt cette ligne-là. Donc, vers l'an 2000, on était quelques milliards. Et évidemment, ça descend, là, si on remonte à 1200, 1100, la population descend. Mais on ne peut pas atteindre en doublant chaque fois les générations. Ça ferait que sur la planète Terre, il n'y a jamais eu autant de gens que ça. Donc, éventuellement, on croise tous un goulot d'étranglement qui fait que cette théorie-là, qui ferait qu'on a seulement des ancêtres uniques, ben pour tous les êtres humains de la Terre, ça ne s'applique pas. Et éventuellement, on arrive à une zone où c'est juste impossible parce que la population mondiale n'a jamais atteint 100 milliards d'individus. Donc, c'est pour ça qu'on a tous plus ou moins proche de soi dans son arbre les mêmes couples de personnes qui reviennent éventuellement. Donc, c'est ce qui mène au fameux losange, ou en fait le cône des ancêtres, qui ressemble en fait à un diamant ou à un losange. Donc, si aujourd'hui, on est ici et qu'on double les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et éventuellement, autour de 1200 ou de 1100, et si on continue à remonter encore plus, ben, il n'y a juste pas eu assez de gens différents, vivants sur la planète. Le nombre devient astronomique, donc ça rattrape la population des êtres humains en fait qu'il y avait, et c'est pour ça que ça finit par diminuer, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup moins d'êtres humains en l'an 0 ou en l'an moins 1000 qu'il y en a en l'an 2000 ou en 1200. Donc c'est un peu le concept. Et ce qui fait que sur un autre site, donc ça c'est le site web Learn Forever Learn que ça s'appelle, si on rajoute un /ancestor à la fin, on arrive à un très sympathique outil qui permet d'uploader des fichiers GEDCOM, donc des fichiers de nomenclature d'arbres généalogiques. Et c'est très bien fait. Il y a une petite option si on coche ici Show Ancestor Cone, donc le compte des ancêtres. Et si on demande l'information de ça, en fait, il nous redirige à ce que je viens de montrer, donc l'article de blog de Wait But Why de Tim Urban. Donc, il en parle aussi dans cet outil-là. Et on voit clairement le cône ici qui commencerait à apparaître. Mais essentiellement, ça indique, donc ici, on serait dans l'arbre de Charles II d'Espagne, qui est né en 1661. Donc, ce qu'on voit ici, c'est son arbre généalogique à lui. Et en fait, ça suit, son arbre est tellement mince par rapport à la population mondiale, donc la zone bleue pâle, c'est la population mondiale. À son époque à lui, en 1661, son arbre était tellement petit que c'est à peine un pixel de large. Là, on voit à peine qu'il y avait une ligne verte ici, donc le vert représente son arbre généalogique à lui. Et c'était à peine un pixel de large, peut-être même moins que ça, mais sur la population mondiale qui était la zone bleue. Plus il remonte, plus la population mondiale décline, mais son arbre est toujours extrêmement mince, donc son pedigree à lui, jusqu'éventuellement vers l'année 1100 ou 1000 ou 950, en fait, on voit que son arbre généalogique se rapproche de la population mondiale. Et là, je dis son arbre généalogique, en fait, c'est l'arbre généalogique de chacun d'entre nous. Ça va finir par faire la même chose pour tous les individus de la Terre, en fait. Donc, notre arbre généalogique va rattraper la population mondiale. Donc, comme je disais dans l'image du bas, où est-ce que c'était plus un arbre, et on sait tous que dans un arbre, les branches et les troncs ne se recroisent pas. Mais dans l'évolution, dans la génétique, parfois ça peut arriver. Donc, je disais ça en introduction de vidéo. Et le cas qu'on sait, en fait, c'est que ça, c'est des images qui viennent de 23andMe, donc le site de test de généalogie génétique, de test ADN autosomal. Évidemment, ces temps-ci, je fais la vidéo vers la fin de 2024. La compagnie a quelques problèmes, donc j'espère qu'elle ne va pas fermer parce qu'elle était très utile, surtout avec des options qui ont été désactivées, qu'on espère qu'ils vont être réactivées, là, notamment le furteur de chromosomes là, pour voir les segments d'ADN partagés. Mais bon, fin de parenthèse, c'est juste pour dire que ces images-là viennent de ce site-là. Et qu'est-ce qui est utile d'avoir fait son test ADN là-bas, c'est
ils peuvent estimer quelle proportion des personnes qui testent donc actuellement ont des restants, si on veut, d'ADN de Néandertal. Donc, ce qu'ils disent en fait ici, c'est qu'en étudiant le génome de Néandertal qui a été complété il y a quelques années, on voit que l'homme de Néandertal qui vivait il y a plus de 550 000 ans, en fait, on avait un ancêtre commun avec lui. Et en fait, il y a eu trois lignées, si on veut, d'humanoïdes ou d'humains. En fait, il y avait eu les humains d'Afrique, desquels on descend, Néandertal en Europe et en Asie de l'Ouest, et les Denisoviens en Asie. Donc, il y a un certain moment sur la planète où est-ce qu'il y avait plus qu'une race d'êtres humains. Donc, les humains que nous sommes aujourd'hui, les Néandertals et les Denisoviens. Ce qui indique ensuite, c'est que il y a environ 60 000 ans, un groupe d'humains donc modernes sont sortis d'Afrique. C'est un peu l'image que je montrais tout à l'heure du Adam Y là, pour les tests de la lignée patrilinéaire. Donc, un groupe d'humains est parti d'Afrique et s'est mélangé génétiquement avec les Néandertaux qui étaient en Asie de l'Ouest. Donc, il y a eu un mélange, là, c'est ça que je voulais illustrer. Là. Donc, c'est pas juste un arbre que les branches et les feuilles se divisent, mais parfois, ça peut revenir ensemble. Il y a eu un mélange génétique. Et aujourd'hui, une petite partie intéressante ici, là, si on prenait tous les morceaux d'ADN qu'il y a dans les êtres vivants, les humains, aujourd'hui, on arriverait à rassembler environ 40% de l'ADN du génome de Néandertal. C'est quand même intéressant. Et dernière petite image, là, désolé, c'est écrit petit, évidemment, je vais le traduire. Donc, les Européens, les Asiatiques et les indigènes des populations d'Amérique, aujourd'hui, ont tous entre 1 et 2% à peu près d'ADN de Néandertal. Donc, ce qu'ils font, cette compagnie-là, quand on envoie son test d'ADN, évidemment, je ne le recommande pas à la fin 2024 parce que la compagnie est peut-être en danger financière, mais c'était quand même pratique de l'avoir fait parce qu'ils sortent justement son ADN à soi ressemble à combien, on a combien d'ADN de plus que les autres. Parfois, le pourcentage va être étonnant. Là, dans mon cas, à moi, je crois que c'est autour de 70%. Évidemment, j'ai pas 70% d'ADN de Néandertal. Ce que j'ai à 70%, c'est que j'ai 70% de plus d'ADN de Néandertal que la moyenne des autres testeurs. Et évidemment, ils disent ici que c'est entre 1 et 2%. Donc, c'est sûr que si, par exemple, la moyenne des gens serait de 1% et qu'un testeur individuel teste et il y a 2%, bien évidemment, il y aurait 100% de plus d'ADN que les autres, mais c'est seulement ça que ça veut dire. Mais si jamais vous avez vu vos tests rapidement puis vous avez vu ça passer, ça ne veut pas dire que vous êtes 70% Néandertal, ça veut dire que vous avez 70% de plus que la moyenne des autres. Donc, il parle aussi évidemment que c'est les Européens, les Asiatiques et les Indigènes d'Amérique qui ont ces restants d'ADN de Néandertal. Si vous faites partie des gens qui ont grandi en Afrique, dont les ancêtres ont grandi en Afrique et n'ont jamais quitté l'Afrique subsaharienne, en tout cas, eh bien, vous avez probablement 0% d'ADN de Néandertal. Ce qui explique ici, c'est qu'il n'y a rien qui prouve que les Néandertaux seraient descendus jusqu'au continent africain, surtout subsaharien. Donc, c'est pour ça qu'ils nomment simplement les populations d'Europe, d'Asie et les indigènes d'Amérique, parce que le mélange génétique dont je parlais a eu lieu plutôt lorsque les migrations étaient sorties d'Afrique depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Mais ceux qui sont demeurés en Afrique, eh bien, il n'y a pas eu de Néandertaux qui sont descendus jusque-là, donc il y a probablement 0% de Néandertaux dans votre ADN à vous. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui parle un peu d'évolution. Et je me disais que j'avais jamais abordé le fameux cône des ancêtres ou le diamant si on veut. J'espère que c'est plus clair pour vous et j'espère aussi que ça vous a permis de voir un peu les différences là, lorsqu'on parle d'évolution avec le schéma purement linéaire à l'horizontale par rapport à un schéma en arbre. Et que en fait les deux peuvent s'appliquer selon de quoi il est question. Donc on peut parler d'une lignée. Là, à ce moment-là, ben, le schéma horizontal peut peut-être s'appliquer. Sinon, pour le schéma qui a un peu plus de sens, qui est celui d'un arbre, s'applique beaucoup plus à l'évolution. Par contre, avec la petite nuance que parfois, il peut arriver que certaines espèces, certaines races peuvent se recroiser.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine!